C'est une réunion présentée comme décisive pour l'avenir de l'Ukraine. Une conférence téléphonique rassemblera dans les prochaines minutes les dirigeants de l'OTAN et de l'Union européenne. Les chefs d'État ou de gouvernement français, britanniques, italiens, polonais, finlandais et allemands. Volodymyr Zelensky est d'ailleurs à Berlin aux côtés du chancelier Friedrich Merz. Un échange destiné à arrêter une position commune avant, une heure plus tard, de s'entretenir par visioconférence, cette fois avec Donald Trump qui rencontrera dans 2 jours Vladimir Poutine en Alaska. Antoine Mariotti, bonjour. Bonjour Raphaël. Il a déjà communiqué à Donald Trump, il dit ils sont formidables les Européens, ils veulent à tout prix un accord. À quoi peut servir ce dialogue? Il peut tenir, oui, il nous surprend Donald Trump, c'est pas son genre de surréagir. Ce dialogue, il sert pour les Européens, enfin en tout cas c'est un espoir qu'ils ont, à tenir Donald Trump. Parce que le problème que les Européens, et Volodymyr Zelensky d'ailleurs, ont bien identifié, c'est que Donald Trump a beau jouer les gros bras régulièrement, il a quand même une forte tendance à être fort avec les faibles, et beaucoup plus faible qu'il ne le souhaite avec les forts. Il a beau mettre un tweet un petit peu énervé par-ci par-là, comme il a pu le faire récemment d'ailleurs avec la Russie, c'est davantage histoire de donner le change, alors que sur le fond, il a quand même une tendance à céder un petit peu. Et ça a été le cas systématiquement lorsqu'il s'est entretenu avec Vladimir Poutine. Ça a été le cas d'ailleurs lors de son premier mandat. On se rappelle qu'il avait dit d'ailleurs croire Vladimir Poutine sur parole sur le fait qu'il n'y avait pas d'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016, contre l'avis de ses propres agences, le FBI, la CIA, la NSA, etc. Ce qui était quand même un sacré camouflet pour eux. C'est encore le cas. Et encore plus le cas, même depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier. Si vous regardez bien toutes les déclarations de Donald Trump après qu'il se soit entretenu au téléphone avec Vladimir Poutine, et ça a été le cas un certain nombre de fois, sur des appels parfois très longs, de 3 heures, et bien systématiquement, derrière, vous avez des déclarations qui sont soit pro-russes, soit qui ont une forte tendance tout de même à aller du côté de la Russie et pas du tout de l'Ukraine. Donc c'est un petit peu le dernier qui a parlé, qui a raison. Ça marche d'ailleurs parfois avec Volodymyr Zelensky. Rappelez-vous quand il l'a rencontré au Vatican en marche des obsèques du pape. Juste après, il a eu des déclarations un peu plus proches de l'Ukraine. Donc les Européens essayent de rester dans le jeu pour le tenir, tout ça, d'autant que ses proches sont également davantage des pro-russes. On se rappelle de la déclaration d'amour de Steve Witkoff, son émissaire, pour négocier sur ce sujet-là. Steve Witkoff, la déclaration d'amour à Vladimir Poutine, dans le fameux podcast de Tucker Carlson. Steve Witkoff, c'est pas juste un conseiller, c'est un ami intime aussi de Donald Trump. Donc tout ça, ça joue beaucoup. Et là, ils ne vont pas se téléphoner, ils vont être assis les yeux dans les yeux, se revoir pour la première fois depuis des années. Et évidemment, les Russes, je dis les parce qu'il y aura Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères qui sera là, vont essayer de lui retourner le cerveau autant que possible. Et ce sont des pros en la matière. Vladimir Poutine, de par son passé au KGB, puis son expérience quand même en tant que chef d'État depuis longtemps, chef de gouvernement aussi, on se rappelle de cette pirouette démocratique ou antidémocratique. Lavrov également, je rappelle qu'il est quand même ministre des Affaires étrangères depuis une vingtaine d'années, qu'il a été avant pendant 10 ans ambassadeur à l'ONU. Et donc voilà, donc les Européens, ils ont ce challenge-là. Et d'ailleurs, Moscou a lancé une petite pique en disant qu'elle jugeait complètement insignifiante ces consultations avec Donald Trump. C'est dire s'ils sont inquiets. Ce sommet en Alaska, la Russie l'aborde en position de force sur le terrain. L'armée russe progresse dans la région de Donetsk. Elle occupe déjà les 3/4 de l'oblast et revendique ces derniers jours plusieurs percées. Léo Péchard. Les lignes de défense ukrainiennes dans la région de Donetsk sont-elles en danger? Selon plusieurs analystes militaires, les troupes russes ont effectué plusieurs percées jusqu'à plus de 10 km par endroit. Plusieurs villes majeures sont menacées, dont Pokrovsk et Kostiantynivka. La route logistique T0514 reliant Dobropilia à Kramatorsk aurait même été franchie. C'est à proximité de cet axe que Kiev a formé ces derniers mois une nouvelle ligne de défense. Des percées que le président ukrainien tente de minimiser, évoquant seulement des avancées d'infanterie à pied sans blindés qu'il promet de neutraliser. Nous avons reçu des rapports de notre armée concernant le front, notamment à Dobropilia et dans la direction de Pokrovsk. Des mesures ont été prises pour remédier à la situation et je suis reconnaissant envers chaque unité, chacun de nos soldats qui s'emploient actuellement à détruire les occupants. Mais l'anxiété grandit dans la région. Certains Ukrainiens n'hésitent pas à critiquer l'état-major, comme cet ancien commandant de la brigade Azov, qui parle de désastres qui s'aggravent de jour en jour. La situation a poussé les autorités de la ville minière de Bilozersk à évacuer les habitants. Elle se situe à quelques kilomètres de la route T0514.
Ils nous bombardent intensément depuis 3 jours d'affilée maintenant. C'est très difficile de tout laisser derrière soi et de partir dans un endroit que l'on ne connaît pas. L'armée ukrainienne et Volodymyr Zelensky se retrouvent donc sous pression à quelques jours de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Un sommet en Alaska auquel le président ukrainien n'a pas été convié. Deal done. Et c'est un Volodymyr Zelensky auquel les Européens continuent d'apporter donc un soutien sans concession, y compris dans la défense de l'intégrité du territoire ukrainien. Les positions des Européens, Antoine, elles sont à ce point éloignées aujourd'hui de celles des Américains? Pour ça, il faudrait connaître la position précise des Américains, même si on a quand même des éléments de réponse. Un mot quand même pour dire que s'il y a ces avancées russes ces derniers jours, ces dernières heures, ce n'est pas un hasard. S'ils mettent un gros coup d'accélérateur, c'est comme par hasard juste avant de rencontrer Donald Trump. Alors on n'est pas sur un grand sommet sur la paix, il faut quand même raison garder, mais c'est la première rencontre entre les deux et on sait bien que ça va se jouer aussi beaucoup là. Mais ça permet à Moscou d'arriver dans ces discussions auprès d'un Donald Trump qui aime ce rapport de force, de dire bah, écoutez, ce rapport de force, si vous voyez bien, il est en notre faveur. On est sur une dynamique positive. On a encore pris 9 localités, etc. Pour l'instant, il y a tant du côté des Européens que de l'Ukraine elle-même un rejet total de la possibilité d'abandonner des territoires ukrainiens à la Russie. Ça peut aussi être un postulat de départ, au même titre d'ailleurs que quand vous regardez les exigences russes, ils veulent le beurre, l'argent du beurre et la crèmerie qui va avec, mais on ne lâche pas du lest avant d'avoir commencé réellement des négociations, donc c'est normal que les positions soient extrêmement fermes pour l'instant et très éloignées les unes de l'autre. Après, il y a la réalité des faits. Et la réalité des faits, c'est que vous avez beau avoir des micro-avancées par-ci, par-là, parce que ce qui s'est passé ces derniers jours ne change pas non plus un rapport de force de manière magistrale sur le sol ukrainien. La réalité, c'est que ça ne bouge qu'à la marge. Si vous regardez la carte du conflit il y a un an et celle d'aujourd'hui, on n'a pas des différences majeures. Donc voilà, donc on est un petit peu englué. Et les Européens, ils ont beau soutenir mordicus les Ukrainiens, ils constatent aussi ça. Donc dans certains esprits, il commence à être acté qu'il faudra abandonner sans doute dans le cadre d'un plan de paix certains territoires qui ne pourra pas être récupérés. Et on le voit derrière vous aujourd'hui sur les Russes revendiquent 4 oblasts plus la Crimée. Ils ne contrôlent réellement que la Crimée et Lugansk. Exactement, parce que sur ces autres oblasts, vous voyez, ils sont partagés et ils ne contrôlent pas la totalité, même si ils ont voulu les reconnaître officiellement. Donc c'est compliqué pour ça. Maintenant, on voit bien que de ce que veut Donald Trump, c'est de dire qu'il faut des échanges de territoire. Mais des échanges de territoire, voyez-vous Vladimir Poutine lâcher une partie de la Russie? Non. Est-ce que c'est abandonner certains territoires qu'il... Bon, ça paraît compliqué par rapport à ses positions et on voit mal Vladimir Poutine revenir là-dessus. Mais en tout cas, qu'abandonner certaines parties, est-ce que c'est la Crimée, est-ce que c'est des parties du Donbass ou autre, ce sera à voir. Donc on voit bien que sur le fond, il pourrait y avoir potentiellement un chemin commun entre les Américains et les Européens, à condition, on en revient à notre première question de tout à l'heure, d'arriver à retenir Trump dans sa frénésie pro-russe. Mais en tout cas, sur la forme, on voit bien que c'est dit de manière extrêmement différente, très cash de la part de Donald Trump, très très prudente à demi-mot, voire pas du tout du côté des Européens. Merci Antoine Mariotti. Voilà donc pour ces discussions qui doivent avoir lieu donc dans les toutes prochaines minutes. On sera sans doute informé dans le courant de la journée sur ce que se sont dit les Européens et Donald Trump. À Washington,